Donc, je vous offre aujourd'hui un micro-spectacle de microfiction. La microfiction, c'est quoi? Le mieux, c'est encore d'y aller par l'exemple. Je vais commencer par une de mes... pas mal l'une de mes préférées, celle-là. Une de mes plus anciennes aussi, alors que je commençais à jouer avec le format. Celle-là, ça s'appelle « À l'abri ». Le café est un refuge. On y entre timidement, côte à côte, mais sans se coller. On y avance l'un comme l'autre, tasse fumante, bien en main, lourde, et on pose cette encre sur une table un peu à l'écart. On s'assoit face à face, et on range dans son coin le parapluie replié, honteux comme un chien mouillé, aux pieds. La pluie ne tambourine pas sur les fenêtres, pas encore. Elle s'étale sur l'asphalte, en ondes innombrables, sans un bruit dans ce film muet par-delà la vitre. On se plaint du temps, des souliers qui ont pris l'eau, des chauffards qui éclaboussent, tous des chauffards. On se plaint parce qu'on le fait si bien et que c'est inoffensif. On se plaint du gouvernement, des voisins qui nous ont tenus éveillés, de cette damnée pluie qui insiste, qui maintenant tambourine et cogne à la fenêtre à rafales impolies. C'est en toute innocence, sans s'en rendre compte, qu'on passe aux choses sérieuses. On se demande à mots voilés pourquoi le matin ne nous a pas rappelés à l'ordre. Pourquoi on orbite encore l'un autour de l'autre à cette heure tardive alors qu'on aurait dû se fuir. On se remémore la veille et on s'émerveille sans trop le laisser paraître. Dehors, l'eau court en torrent le long des trottoirs, sur les trottoirs. Sur écran lacéré de pluie, le film muet passe du burlesque au film catastrophe. Quelques passants glissent hors du cadre, emportés par le courant. Le niveau monte. Un parapluie devenu bateau tourne en cognant contre la vitre, à hauteur d'œil. Une serveuse nous rassure. Le café est étanche, nous explique-t-elle, avant de se précipiter sur le téléphone. On observe un instant de silence, alors que l'eau s'élève, hors de vue. La pluie ne nous concerne plus. Il n'y a que l'eau tout autour, et les voitures toutes propres, et les arbres qui remuent doucement, et d'occasionnelles bancs de détritus. On prend chacun une gorgée, et on parle d'avenir. La microfiction, pour moi, c'est simplement, je n'ai pas de définition très précise de ça, pour moi, c'est simplement d'écrire sur des longueurs courtes. Donc, ce texte-là, c'était deux paragraphes, un gros puis un petit. Et puis, c'est d'essayer d'en évoquer beaucoup à partir de pas grand-chose. Je vois ça comme chaque texte, c'est comme une petite fenêtre sur un monde qui est plus vaste. Et puis, dans le peu d'espace qu'on a, on essaye d'en suggérer le plus possible. Donc, quand je vais dans le plus court, ça donne ceci. Celui-là s'appelle « Premier tête-à-tête ». Il l'avait rencontrée en volant sa bicyclette. Elle l'avait poursuivi si longtemps et l'avait injurié avec tant de verve qu'il en avait été charmé au-delà de tout recours. Il avait ralenti juste assez pour qu'elle arrive à le suivre et l'avait ainsi entraîné au bistrot, puis au cinéma. Quand il avait voulu lui refaire le même coup pour l'attirer chez lui, elle l'avait frappé si fort qu'il en avait repris connaissance qu'une fois balancé dans le taxi, en route vers chez elle. Je voulais laisser le hasard m'inspirer, donc j'avais une collection de mots, j'en choisissais 2 au hasard et puis j'écrivais là-dessus. Ça m'a donné entre autres le texte qui suit qui s'appelle l'album du taureau. Les mots au hasard, ça amène à écrire sur des choses, des sujets qui nous viendraient jamais autrement, comme par exemple un album de photos d'un taureau de corrida. Donc l'album du taureau. Bien étalé sur la table à café, l'album. 2 grandes photos lustrées par page, une matrice 4x4 à la gloire d'un même sujet. Comme si Warhol s'était épris d'un taureau plutôt que de Marilyn, et du mouvement plutôt que la couleur. À chaque photo, une victime différente dans un habit semblable.
une victime colorée, inscrite dans l'air en un joyeux désordre de membres. Et au-dessous, sur chaque photo, la masse noire du taureau, compacte, la puissance invaincue exprimée en une tache insondable. Un bloc, un roc sculpté par le vent, une falaise trapue de laquelle le torero prend son envol involontaire, figé pour la postérité en un simple déclic. Quand la bête sera vieille, affaiblie par les pics du temps, il lui restera ce réconfort, cet album de ces années d'artiste où elle faisait de l'homme son matériau. Personne ne sait plus quand ça a commencé. Le quartier a changé, on le sait, de cette façon sournoise qu'ont les lieux de se dérober sous nos pieds. On y trouve de plus en plus de ces petits magasins sympathiques ou chics qui vendent des vêtements aux couleurs vives de journées ensoleillées. Les vampires ne se sentent plus chez eux. Chaque nuit s'élève le doux bruissement de cuir membraneux qui marque le départ de quelques autres habitués. Des nuées de chauves-souris volent vers les terres plus hospitalièrement étranges à l'ouest. Même les valises des vampires se changent en chauves-souris qui s'éparpillent dans l'air noir, puis essaiment et s'assemblent à destination. Même leurs meubles. On les expédie toujours au cœur de la nuit. Si on tardait trop, les premiers rayons du soleil leur redonneraient leur véritable forme, et il pleuvrait sur la ville du mobilier vampirique. Cercueils capitonnés, porte-manteaux squelettiques, orgues et pianos à queue. La magie des vampires ne fonctionne que la nuit. Certains voyous tentent des pièges pour les chauves-souris. Ils espèrent capturer des bouts de morts vivants. Ils le font pour nuire aux vampires, ou par instinct collectionneur, ou pour montrer qu'ils en sont capables. C'est rarement fructueux. On met une chauve-souris en bocal pour s'apercevoir au petit matin qu'on a attrapé là que la brosse à dents d'un vampire. Fait que voyons voir ce qu'on peut faire en 31 mots en matière d'histoire épeurante. Ça, c'est un des textes de Fractal Citrouille dont je vous parlais. Édouard sut que la fin approchait, quand Hans se présenta à sa porte, décontenancé, dépenaillé et décapité. Tous deux prirent le chemin de l'ancien observatoire, l'un à regret, l'autre à tâtons. Chez Café Apothéose, nous avons dédié nos vies à la poursuite du meilleur café qui soit. Nous le traquons d'un continent à l'autre, dans les montagnes et dans les vallées, dans des contrées paisibles aussi bien que dans des régions ravagées par la guerre. La légende veut qu'Adam, au sortir d'Éden, ait emporté dans son exil une bouture de l'unique plant de caféier du jardin divin. Caché parmi les quelques feuilles de vigne qui lui tenaient lieu de vêtements, tenu au chaud contre ses parties viriles, au-dessous de ce nombril qu'il n'avait pas, premier humain qu'il était, sans mère, sinon la terre. Arrivé à sa nouvelle demeure, il la planta. Jour après jour, Ève l'abreuvant de ses larmes, des larmes tombant de ses yeux qui avaient séduit Adam, ses yeux qui avaient connu aussi bien les splendeurs d'Éden que les viles ondulations du serpent. La bouture prit racine, crut, étira de tendres feuilles. Elle porta fruit, mais l'odeur de ces fruits parvint à l'incommensurable nez du Créateur, qui, courroucé, intervint pour priver Adam et Ève de ce dernier lien avec Éden. Il n'allait pas détruire cette création parmi ses plus sublimes, il fit plutôt en sorte que celle-ci se rétracte dans les entrailles de la terre pour ne ressurgir qu'au printemps, dans un tout autre lieu. Ainsi en est-il depuis ce temps. Le buisson unique arbore ses fruits chaque année dans un territoire différent. Chaque année, nous déployons des efforts prodigieux pour le repérer. Sitôt que nous le trouvons, nous l'abreuvons des larmes que nous versons en mémoire de nos camarades perdus en route, martyrs de notre quête annuelle. Lorsque les fruits sont mûrs, nous les cueillons à la main et les laissons sécher au soleil 40 jours et 40 nuits. Éloignant durant ce temps tout insecte, toute pluie et toute mauvaise pensée.
À la main toujours, nous débarrassons chaque grain de sa pulpe. Notre maître torréfacteur, muni de pincettes d'argent, saisit chaque grain et le tourne délicatement au-dessus d'un feu nourri de branches de santal. Il amène le grain à sa parfaite coloration, puis laisse mourir le feu, jette les cendres dans l'océan et bâtit un nouveau feu pour le prochain grain. Ainsi donnons-nous à chaque grain la chance d'exprimer la personnalité qui lui est propre. Enfin, nous les plaçons tous dans cet unique et joli sac que vous tenez entre vos mains, composé à 70% de fibres recyclées post-consommation. Et chaque jour, nous vous envions, vous qui pourrez commencer votre journée en vous délectant de ce nectar divin. Nous vous envions.